Et salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Croissance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Antonin. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Merci de m'accueillir. Super, super. Bah, c'est moi qui ai l'honneur de te recevoir. Et du coup, je vais d'abord te demander de te présenter un petit peu, me dire ce que tu fais, comment tu te décrirais actuellement. Ouais, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de se présenter. Tu veux que je me présente plutôt sur le plan professionnel? Ouais, ouais, plutôt sur tes activités Ouais. professionnelles. Ben alors, moi je suis entraîneur dans les sports d'endurance. Vraiment, j'ai une expertise au niveau de l'entraînement, donc et plus particulièrement dans le cyclisme et la course à pied. Mais professionnellement, c'est surtout dans le cyclisme que j'exerce. Alors j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Science du cyclisme. Voilà, où je donne des conseils pour aider les cyclistes à progresser. Et grâce à ça, je peux vendre mes services de coaching et vendre de la formation pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Donc globalement, c'est ce que je fais actuellement. Et après, en tant qu'athlète, je m'entraîne aussi bien en vélo qu'en course à pied. En ce moment, plutôt en course à pied pour vraiment atteindre le meilleur niveau possible. Ok. Et du coup, ouais, c'est intéressant parce que, bah, moi, du coup, je te connais depuis un petit moment à travers, voilà, le contenu de Noé Selofat avec qui du Mmh. coup j'ai fait un podcast au début de semaine. Ouais. Et c'est vrai que je te vois pas mal courir. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que t'aimes autant que le cyclisme ou genre comment tu te situes par rapport à ça? Honnêtement, je préfère le cyclisme. Je prends plus de plaisir à faire du vélo, par exemple, mais j'adore le processus d'entraînement en course à pied. Et j'adore les sensations que je peux avoir en course à pied. Donc je m'entraîne vraiment pour faire des courses, pour la course à pied, alors qu'en vélo, c'est un sport que je peux faire sans compétition. Je prends du plaisir à ça. Et la course à pied, c'est plutôt l'aspect compétitif que j'aime bien. Et surtout, je trouve que j'ai des meilleures capacités en course, donc c'est pour ça que j'aime également ce sport. Mais Ok. si je devais en retenir un seul, ça serait le cyclisme. Ok, d'accord. Du coup, c'est quoi ton histoire avec les sports d'endurance ou que ce soit la course à pied ou le cyclisme? À quel moment t'as commencé à t'intéresser à ces sports? Ouais. Alors le cyclisme, j'ai toujours plus ou moins suivi de loin. Enfin, chaque été, je regardais le Tour de France, par exemple, quand j'étais petit. Avec mon père, j'ai toujours fait un peu de VTT de temps en temps, les week-ends. Mais j'ai vraiment commencé sérieusement quand j'avais 15 ans. Donc maintenant, j'en ai 21. Donc j'ai commencé, voilà, je venais d'avoir 15 ans. Mais moi, dès que je commence un sport, je suis obligé de le faire à fond. Donc je suis directement tombé dedans. J'ai fait des recherches sur l'entraînement. Je me suis inscrit dans un club. Il y avait un entraîneur dans ce club qui m'a donné mes premiers plans d'entraînement. J'ai pu faire de la compétition. Et après, j'ai directement accroché. J'ai pas arrêté. Et la course à pied, j'ai commencé il y a un an, en fait, parce que je suis parti faire mes études en Norvège, mais j'ai pas pu prendre mon vélo, en fait. Et du coup, je voulais maintenir mes capacités d'endurance et j'ai commencé la course à pied pour ça, mais en fait, j'ai encore une fois accroché et j'arrive pas à faire un sport à moitié, donc j'étais obligé de le faire à fond, de m'entraîner toutes les semaines à fond. Et ouais, j'ai tout simplement adoré. Donc ça fait un an que je cours et le vélo, ça va faire maintenant 6 ans du coup. Ok, d'accord. Est-ce que tu faisais d'autres sports avant ça? Ouais, j'ai fait du rugby pendant longtemps. Ok, Donc ouais, j'ai pas forcément le physique pour désormais, mais ouais, j'ai fait du rugby de mes 9 à 15 ans et avant j'ai fait du foot. Donc sport collectif puis après sport individuel. ok. Et d'ailleurs, je sais même pas en vrai du coup d'où tu viens exactement. Genre où est-ce que t'as Ouais, grandi? moi j'ai grandi en Aveyron dans un petit village proche de Rodez. Donc Rodez c'est la préfecture de l'Aveyron. Voilà. Est-ce que là-bas du coup ouais, les sports que t'as pratiqués c'est des trucs assez populaires? Ouais, mais le VTT, enfin, ce que oui, j'ai pas précisé, je faisais du VTT en compétition. Quand j'ai commencé le vélo, je faisais vélo route et VTT. Le vélo route, c'était surtout pour l'entraînement, mais en compétition, c'était que du VTT. Et ouais, le VTT est vraiment populaire parce qu'on a beaucoup de chemins et même il n'y a pas grand-chose à faire dans ces Ouais. départements. C'est des départements ruraux, donc il y a beaucoup de personnes qui font du VTT au final. Et le rugby, ouais, le rugby c'était forcément populaire aussi. Ok. Du coup, tu m'as dit aussi que t'as fait tes études en Norvège. C'est quoi un petit peu ton parcours scolaire? Ouais, le lycée, j'ai fait traditionnel bac S. Après, je suis parti en STAPS à Montpellier. Donc, j'ai vécu un peu à Montpellier et j'ai fait ma dernière année en fait de licence en échange en Norvège. Enfin, c'était Erasmus en gros. Et ouais, c'était dans l'équivalent STAPS en Norvège en fait. Ok, d'accord. Bah, donc même tes études c'était aussi dans le sport, donc ça fait Ouais,
Donc t'étais vraiment sûr d'emprunter ce chemin, quoi. Ben pas forcément. Quand j'étais en terminale, je me dessinais plutôt un parcours ingénieur, Ok. faire prépa, etc. Mais j'ai changé d'avis en fait juste avant de faire mes choix. Et finalement, je regrette pas parce que c'est vraiment le sport, ce que j'aime, l'entraînement, les sciences de l'entraînement, c'était ma passion, donc je regrette vraiment pas ce choix. Mm. Ah, c'est intéressant parce que là, tu viens de dire aussi les sciences de l'entraînement, puis ta chaîne, elle s'appelle aussi la science du cyclisme. Mm. J'ai vu aussi que voilà, je sais plus, je crois que c'était dans ta bio que tu disais que c'était une approche scientifique du cyclisme. C'est quoi un peu ton rapport à ça? Est-ce que pour toi c'est important justement que ça soit basé sur la science? Alors pourquoi préciser ce côté? Ouais, ben en fait, moi dans toute mon approche de l'entraînement, enfin tout part de la science entre guillemets parce que je pars du fonctionnement du corps humain, je pars de la physiologie et en fait quand on a compris la physiologie, c'est plus facile de comprendre les méthodes d'entraînement qu'on propose parce qu'en fait les méthodes d'entraînement, les séances qu'on peut réaliser, c'est vraiment la couche superficielle. Mais le but de ces séances, c'est de venir impacter notre physiologie pour améliorer notre corps et c'est ce qui nous permet d'être plus performant, d'être plus rapide en course à pied par exemple. Donc en fait, la science et comprendre les fondamentaux du fonctionnement du corps humain, c'est la base de tout. Donc c'est pour ça que je base toute mon approche autour de ça. Ouais, je comprends. Je pars aussi du même principe, ce qui est d'un côté, ce qui est rassurant quand on a une approche scientifique entre guillemets, c'est que voilà, on a plus de probabilité d'arriver à des résultats corrects. Mais est-ce que justement, quand toi, t'as commencé à te former, à apprendre tout ça, comment devenir plus performant au niveau du cyclisme, c'était un truc qui était pas forcément exploité ou justement ça va, en vrai, les gens se basent plutôt sur le côté scientifique? Mais en France, pas tellement. En fait, en France, il y a, je trouve, un gros retard sur l'éducation au niveau sportif. Je peux faire la comparaison, par exemple, avec la Norvège. Vu que j'y ai vécu quelque temps, les gens sont beaucoup plus éduqués et ont beaucoup plus de connaissances de base sur le sport, alors qu'en France, il y a beaucoup plus d'ignorance sur ça. Et en fait, moi, quand j'étais en STAPS, on apprend les bases de la physiologie, les bases, voilà, toutes ces bases, on fait de la biomécanique, etc. Et bon, moi, j'ai pris ces matières de base et après, j'ai fait mes propres recherches de mon côté et j'ai commencé à lire des grosses études scientifiques. Donc, c'est des gros pavés en anglais qui sont vraiment difficiles d'accès. Et en France, voilà, ces papiers sont pas très populaires. Donc, moi, j'ai j'ai lu tout simplement ces études et je les ai démocratisées à travers ma chaîne YouTube. Donc c'était une approche nouvelle en France. En France, il y avait déjà des chaînes, par exemple, sur l'entraînement. Mais comme je t'ai dit, c'était que des conseils que je trouvais superficiels parce qu'ils étaient fondés seulement sur l'expérience. L'expérience est très importante également. Il y a beaucoup des conseils que je donne qui sont basés sur l'expérience, mais j'ai apporté cette approche qui était inexistante en France. D'accord. Du coup, ce que tu pouvais apprendre, par exemple, en STAPS, est-ce que tu dirais que c'est des informations qui peuvent être datées, dont par exemple, voilà, que la science a réfuté avec, je sais pas, les nouvelles études, ou c'est juste en vrai, on va dire, qu'il manque certaines choses, que c'est incomplet? C'est vrai qu'en STAPS, on peut avoir certains cours. Dans certains cours, on peut avoir des informations qui sont pas mises à jour. Mais en fait, moi, ce que j'ai retenu de STAPS, c'est vraiment toutes les matières fondamentales. Donc, par exemple, l'anatomie, la biomécanique, la physiologie. Comme ça, on apprend le fonctionnement du corps humain. Et c'est en fait, ça m'a donné les outils pour, de mon côté, faire des recherches et lire des nouvelles études et être à jour sur ce qui te fait de mieux dans le monde de l'entraînement. Donc, en fait, de STAPS, j'ai vraiment pas retenu les méthodes d'entraînement. J'ai retenu ces matières fondamentales qui m'ont permis derrière de creuser. Ok, ouais, bah, super intéressant. Du coup, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Comment est-ce que t'es arrivé à te dire que t'allais justement en faire ton activité principale ou justement le moment où t'as commencé à créer ta chaîne YouTube, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta tête? Alors, j'étais en deuxième année de STAPS. J'étais spécialisé dans l'entraînement sportif et en fait, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas énormément de débouchés et que c'était dur de travailler dans ce domaine. Il n'y avait pas beaucoup d'emplois au final. Et moi, à côté de ça, j'étais vraiment passionné de ce que j'apprenais. Donc, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube pour tout simplement transmettre mes connaissances, en fait. Et ça a également été le moteur de mon apprentissage au début, ma chaîne YouTube, parce que ça m'a forcé, en fait, à lire plein d'études, comme je t'ai dit. Ouais, super Et ça cool. m'a forcé à structurer mon cerveau, à structurer un peu mes modèles mentaux sur l'entraînement. Donc, d'un point de vue individuel, ça m'a grandement aidé à faire progresser mes connaissances. Et deuxièmement, c'était également pour moi une porte de sortie
Je voyais ça comme une porte de sortie dans quelques années pour trouver mes premiers clients. Et ça s'est avéré être un très bon choix que je regrette vraiment pas. D'accord. Mais du coup, de base, quand t'as commencé, quand t'as choisi justement de t'orienter en STAPS, est-ce que ce que tu imaginais à la fin, c'était plutôt voilà, bah, une carrière de coach ou autre chose peut-être? Euh, à vrai dire, quand j'ai fait ce choix d'aller en STAPS aussi, j'avais un début de vision entrepreneuriale. Je savais que je voulais être entrepreneur, mais je savais pas trop dans quoi. Et j'ai fait le choix d'aller en STAPS. Ça peut paraître étrange, mais j'ai fait le choix d'aller en STAPS parce que je savais que c'était dur de trouver un métier après. Hmm. Et je me suis dit, au moins, ça va me mettre, entre guillemets, dans la sauce et je vais devoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'était vraiment une de mes pensées à l'époque, alors que je savais que le cursus ingénieur allait rapidement m'enfermer dedans, allait me proposer peut-être une sécurité de l'emploi, qui allait m'empêcher de me lancer. Parce que c'est vrai que ça peut être confortable quand on a une carrière toute tracée, ça peut être difficile de sortir des rangs, alors que du fait d'aller en STAPS, du fait que il y a peu d'emplois derrière, ça m'a forcé à me bouger le cul en fait. Ouais, bah, super intéressant. Je vois un petit peu l'état d'esprit d'un petit peu de s'auto-saboter, tu vois, pour ne pas avoir la sécurité qui fait qu'il serait plus dur de faire ces choix-là qu'on a envie de faire au fond de nous. Ouais, c'est grave intéressant. Et je me suis retrouvé un peu dans ton cas de figure quand j'ai fini ma licence et que je devais choisir un master, tu vois. Ouais. Je n'arrivais pas en fait à envoyer les dossiers parce que justement je savais que c'était pas ce qui me faisait rêver au fond de moi et que j'avais pas envie de me retrouver dans l'engrenage où j'avais investi trop de temps et que justement peut-être j'allais payer, tu vois, une école ou un IAE et de me Ouais. dire qu'ensuite je pouvais pas faire ce que j'ai vraiment envie, c'est-à-dire voilà l'entrepreneuriat et devoir bah, rentrer dans un train de vie un peu plus classique quoi. Ouais. Mais bon, du coup, enfin quand t'as fait ta chaîne YouTube, est-ce que tu t'imaginais déjà derrière que ça allait se transformer en activité justement de coaching et de formation ou c'était simplement voilà dans l'optique de grandir une audience? Ouais, c'est dur. En fait, c'était il y a 2 ans du coup, mais j'ai du mal à m'en rappeler. Mais comme ça, j'avais quand même l'impression que c'était surtout dans l'idée de construire une audience. Parce que pour moi, j'étais à des années-lumière de devenir, enfin, de trouver des clients grâce à ça. C'était vraiment dans l'optique de développer une audience et d'en faire quelque chose dans quelques années. Après, j'étais pas prêt à ce que ça fonctionne aussi vite, en fait. Pour moi, c'était une graine que je plantais et j'avais pas tellement d'attente de résultats. C'était plutôt, un projet secondaire. J'ai mis beaucoup de sérieux dedans dès le début, mais j'avais pas d'attente de résultats et j'avais pas d'impératif de résultats. Donc c'était plutôt dans l'idée de développer une audience à côté de mes études et d'en faire quelque chose, pourquoi pas à la fin. Ok. Du coup, comment ça s'est passé un petit peu ton parcours sur YouTube? Ouais, alors j'ai sorti ma première vidéo, c'était octobre 2021, donc c'est quasiment 2 ans, ça correspond pile à 2 ans. Et j'ai commencé à adopter un rythme, c'était quoi? C'était 2 vidéos par mois. Et en fait, la deuxième vidéo a explosé. Ah ouais. Donc la deuxième vidéo de la chaîne a explosé et mon compteur d'abonnés a rapidement passé les 1000 abonnés, je pense à partir de 2 mois et demi de chaîne. Et après, j'ai toujours eu une croissance linéaire, tout 2022. Il y a quelques vidéos qui ont fait plus de vues que les autres, donc ça a boosté la croissance de temps en temps. Mais globalement, voilà, ça a été une croissance linéaire jusqu'à maintenant 12 000 abonnés en Ok. 2 ans. Ouais. Ah bah c'est super intéressant, hein. Il y a peu de gens quand même qui arrivent à exploser à partir de la deuxième vidéo. Est-ce que tu aurais des éléments qui te permettent d'expliquer ça? Euh, Après, c'était quand même une bonne. Ce qui explique que le fait que ma deuxième vidéo ait explosé, c'était une bonne question de timing parce que on arrivait en hiver et j'ai fait une vidéo comment réussir ta préparation hivernale en quelque sorte. Hmm. Donc j'étais bien positionné sur des mots clés intéressants. C'était involontaire, j'avais pas cherché à optimiser les mots clés, mais ça correspondait bien. Du coup, la vidéo a directement explosé. Après, voilà, ça m'a permis de gagner des abonnés, mais le transfert, j'ai pas eu un énorme transfert d'abonnés parce que la qualité des vidéos, je pense, n'était pas encore assez bonne pour convertir assez de personnes. Et surtout, il y avait que 2 vidéos sur la chaîne. Hmm. Donc ça a surtout boosté les vues, mais ça a pas énormément boosté les abonnés. Enfin si, ça les a boostés, mais j'aurais pas. Maintenant, par exemple, pour le transfert entre vues et abonnés se fait beaucoup mieux au stade où j'en suis, parce qu'il y a une chaîne solide derrière avec déjà plein de vidéos que ce que c'était à l'époque. D'accord, super intéressant. Du coup, voilà, tu as fait ces vidéos pendant ces 2 ans et la transition vers l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu comment ça c'est arrivé? Ouais, ben alors
voilà, je continue à sortir mes vidéos et un jour j'ai reçu un mail, voilà, d'un de mes abonnés qui m'a demandé si je pouvais l'entraîner, devenir son entraîneur. Donc c'est même pas moi qui ai démarché des personnes. J'ai reçu des messages et du coup j'ai commencé à entraîner comme ça. J'étais encore pendant les études, mais je me sentais légitime pour le faire parce que j'entraînais déjà des personnes de mon club en tant que pas bénévole, mais c'était pour moi une manière de m'entraîner en fait. J'avais proposé mes services gratuitement. Mais voilà, j'ai des abonnés qui m'ont contacté, donc j'ai commencé à les entraîner et j'avais de plus en plus de demandes petit à petit. Ça s'est étalonné voilà sur l'année 2022. J'ai pas connu un gros boom en fait, ça s'est fait progressivement. Donc j'ai commencé à les prendre en charge. Donc ça c'était ma première expérience, c'était la première fois que je me faisais payer par un client. Et après à partir de là, j'ai compris que je pouvais gagner ma vie grâce au coaching. Donc, j'ai commencé à structurer une offre de coaching. Sur la fin d'année 2022, j'ai commencé à avoir plus de clients grâce à ça. Voilà, j'ai eu un site internet, voilà où j'avais mon offre, etc. Après, voilà, j'avais fait de l'affiliation aussi avec un autre avec il y a une autre c'est pas tellement des concurrents mais c'est un podcast en gros qui s'appelle Cyclisme Performance. Il propose des formations mais très pointues sur les sciences de l'entraînement également. Donc j'avais fait un peu de l'affiliation sur une de leurs offres. Voilà, c'est un peu mes premiers euros dans l'entrepreneuriat. J'avais sorti un petit programme un programme d'entraînement générique. Donc ça c'était en 2022. J'avais sorti un programme de musculation également. Donc c'était des petits produits, voilà, c'était des petits PDF. C'était mes premiers euros, on va dire, sur Internet, mais c'est vraiment devenu plus sérieux en 2023, où là, j'ai lancé ma formation et j'ai eu de plus en plus d'athlètes en suivi de coaching. Donc 2023, c'est là où tout s'est développé, mais 2022, c'était mes premières expositions, on va dire, rien de très sérieux, et c'est en 2023 où je me suis vraiment structuré. Ok, je vois. Bah, super intéressant. Quand tu me parles de programme de musculation, du coup, c'était adapté aussi au cyclisme? Ouais. Mais c'était un programme de musculation vraiment spécifique au cyclisme pour développer les bonnes chaînes musculaires, etc. Spécifique au mouvement de pédalage en fait. D'accord. Du coup, je me suis posé la question vu que le cyclisme, c'est quand même voilà un sport qui est pratiqué par une moyenne d'âge assez élevée, on va dire relativement à certains sports. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses toi justement de cette image et d'être justement quelqu'un de jeune qui a un visage de ce sport et d'avoir justement des gens à coacher qui sont peut-être plus âgés que toi? Ouais. Après, il n'y a pas forcément que des personnes âgées. En fait, c'est assez bien réparti. Par exemple, si je prends les statistiques de la chaîne, on va dire que j'ai 20% de 25-30 ans. Non, j'ai plus les stats en tête, mais en gros, j'ai 20% de 20 à 30, 20% de 30 à 40, 20% de 40 à 50. En fait, c'est bien réparti. Mais je pense dans les personnes qui prennent un coaching, du coup, on sera sur des personnes plutôt entre 40 et 60. Donc c'est plutôt les clients du coaching qui sont plus vieux, mais les pratiquants de cyclisme, en fait, ils sont bien répartis. Beaucoup de personnes font du vélo en France, en réalité. Il y a beaucoup de cyclistes. Donc ta question, c'est qu'est-ce que ça fait d'être jeune par rapport... Ouais, bah du coup, on va dire que t'as bien répondu à la première partie de la question. Et puis du coup, la deuxième partie de la question, c'était, t'as dû te retrouver avec des gens du coup qui étaient beaucoup plus âgés que toi, surtout quand tu débutais. Est-ce que ça t'a pas posé des questions par rapport à ça ou tu savais justement que t'avais les compétences, quoi? Non, ouais, j'ai pas eu de problème. Je me suis toujours senti confiant sur mes compétences. Donc de ce moment-là, je pense pas que là j'ai été un problème. On m'a jamais fait de remarques à ce niveau-là. Et j'étais confiant, voilà, sur mes acquis. Donc au final, non, j'ai pas eu de barrière au niveau de l'âge. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut peut-être être intimidant d'avoir 20 ans, mais d'entraîner des personnes qui pourraient être, plus âgées que mon père, presque, tu vois. Ouais. Mais au final, non, ça s'est très bien passé. Et je le vis très bien. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait du coup le cyclisme de route, le VTT plutôt voilà tout terrain, hors terrain, sur des routes sinueuses, etc. Et ensuite il y a aussi le cyclisme de piste, non, justement qu'on retrouve aux Jeux Olympiques où les gens tournent. Est-ce que ça c'est un truc qui t'a intéressé aussi? Non, ça m'intéresse pas du tout. Alors ça c'est vraiment une pratique à part qui est très spécifique. Il y a très peu de gens qui en font. Ouais, c'est le cyclisme sur piste. Donc je connais pas exactement les différents formats de course, mais c'est très très court quoi. C'est des formats sprint. Il y a des formats de 3 minutes. Donc ouais, je connais vraiment pas ces disciplines, mais au final les principes d'entraînement sont les mêmes, mais c'est quand même très spécifique à leur discipline. Donc je suis pas du tout expert pour le coup sur le cyclisme sur piste. Ok. Et toi du coup tu m'as dit que t'avais transitionné plutôt du VTT jusqu'à aujourd'hui plutôt du vélo sur route. Ouais, maintenant je fais plutôt du vélo route. Le VTT c'était vraiment en compétition. Donc en fait je faisais du VTT XCO. C'est la discipline olympique du VTT.
En fait, on est sur un circuit de 5 kilomètres avec des grosses côtes, des grosses descentes techniques, donc il faut être aussi bon physiquement que techniquement, et on fait plusieurs tours. Par exemple, aux Jeux Olympiques, ils font environ 30 kilomètres, mais c'est des formats de course courtes, mais vraiment intenses en fait. On est à fond du début à la fin. Donc c'est un format plus court, et maintenant je fais plutôt du vélo route, mais pas en compétition pour le moment, c'est simplement du loisir. Mais pourquoi pas du coup lier la course à pied et le vélo pour faire du duathlon, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Donc en fait c'est course à pied, c'est un enchaînement où tu pars en course à pied, tu fais du vélo au milieu et tu finis en course à pied. Donc ça c'est vraiment le format de compétition qui m'intéresserait. Ok. Et bah j'allais y venir justement, mais c'est quoi ton point de vue par rapport à la compétition? Est-ce que c'est quelque chose que t'as mis de côté maintenant que t'as un business ou tu comptes y retourner? Mais la compétition, je la fais qu'en course à pied, parce que pour avoir un bon niveau en course à pied et être compétitif, ça demande pas beaucoup d'heures comparé au vélo. C'est-à-dire que là, je m'entraîne en moyenne 7 heures par semaine en course à pied, c'est pas énorme. Alors que si je voulais le niveau équivalent en vélo, ça me demanderait honnêtement 18 heures par semaine. Et l'investissement en temps est tout simplement pas possible pour moi en ce moment. Parce que je travaille beaucoup sur mon business et je peux pas me permettre ça. Surtout que le vélo, c'est pas simplement les heures d'entraînement. Derrière, il y a de la préparation, faut préparer son matériel, faut préparer sa nutrition, faut optimiser sa récupération parce que du coup, 18 heures d'entraînement, ça a un énorme coût au niveau sur le reste de notre vie. Il y a beaucoup de fatigue, donc il faut planifier des siestes, il faut beaucoup manger. Donc c'est pas possible pour moi. Donc pour l'instant, en fait, je me concentre que sur la course à pied en compétition, ce qui est vraiment tenable en fait. Ah ouais. Ok, bah intéressant. Franchement, je savais pas du tout qu'il y avait une différence de temps à appliquer pour. Est-ce que tu expliques ça parce que on va dire t'es un peu plus doué pour la course à pied ou c'est vraiment c'est voilà c'est comme ça, c'est que le cyclisme ça demande plus de préparation que la course à pied. La différence, c'est que le cyclisme, c'est un sport porté, donc on n'a pas de stress au niveau des articulations, alors que la course à pied, enfin, c'est un sport où on a des chocs répétés. Chaque pas cause un stress sur notre système tendineux, osseux même. Et si on courait par exemple 18 heures par semaine, ben on se blesserait vraiment rapidement, c'est pas possible. Par exemple, les meilleurs coureurs du monde, ils s'entraînent en moyenne, on va dire 12 heures par semaine. Parce qu'au-delà, il n'y a pas d'intérêt et tu causes trop de lésions sur ton corps et il n'y a pas assez de temps de récupération entre les séances pour pouvoir s'entraîner plus. Donc c'est un sport où on est limité en termes de volume en fait de la course à pied. Du fait qu'on doit que c'est pas un sport porté, qu'on a des impacts constants. Donc c'est vraiment ça la différence entre les deux. Et le vélo, vu que c'est porté, on peut vraiment pédaler longtemps en fait chaque semaine. D'accord. Est-ce que du coup il y a des différences fondamentales, par exemple dans l'entraînement et la nutrition, ou ça suit à peu près les mêmes principes, étant donné que voilà, ça reste des sports d'endurance, cardiovasculaire? Ça suit les mêmes principes de base, mais étant donné que le volume d'entraînement n'est pas le même, ça implique des différences. Par exemple, pour les cyclistes, la nutrition elle sera encore plus importante. Parce que par exemple, sur les cyclistes que j'entraîne un très bon junior, par exemple, un cycliste junior qui, voilà, enfin non, il pas passé à sport, en gros, il a autour de 20 ans, il s'entraîne beaucoup, il fait beaucoup de sorties de 5 heures, par exemple, et sur une sortie de 5 heures, il faut vraiment énormément s'alimenter. Donc ça, c'est des composantes à prendre en compte, alors que moi, en course à pied, sur mes sorties, j'ai pas besoin de m'alimenter. C'est des sorties d'1h30, ça sert à rien de prendre un ravitaillement au milieu. Donc il y a beaucoup moins de charge mentale et beaucoup moins de facteurs à considérer en course à pied, je trouve. Alors qu'en vélo, faut être beaucoup plus précis parce qu'on peut vite dérailler en fait. Si justement on gère mal sa nutrition et on gère mal ses intensités, si on roule beaucoup trop fort. Par exemple, sur une sortie de 5 heures, il suffit que tu roules trop fort de quelques watts. Les watts, c'est la puissance. En cyclisme, on s'entraîne toujours par rapport à une puissance. On a tous un compteur qui nous affiche combien de puissance on produit. Mais un simple décalage de 10 watts, par exemple, bon, ça te parlera pas forcément, ça parlera peut-être à ceux qui font du vélo. Sur 5 heures, ça peut avoir un impact énorme sur la récupération. Donc, je dirais que le cyclisme demande un peu plus de précision parce que le moindre écart peut se payer vraiment très cher. D'accord. Et pour mesurer les watts, c'est quelque chose qui est sur le vélo directement ou c'est une montre? Comment ça se passe? En fait, il y a un capteur de puissance qui est soit dans les pédales, soit dans le pédalier. Et il est relié directement à notre compteur qu'on a sur le vélo. Donc, ça nous affiche les chiffres en temps normal. Et moi, mon rôle d'entraîneur, c'est justement de donner les bonnes cibles de puissance aux cyclistes. Comme ça, mes clients, par exemple, ils prennent leur vélo, ils savent quelle cible ils doivent cibler, ils regardent leur compteur, et ils restent dans la bonne zone de puissance. Ok, super intéressant. Là, justement, il me semble que t'as acheté un vélo qui coûte pas mal cher quand même. Ouais. Il t'a coûté combien à peu près? Faut pas que je dise de bêtises. Là,
Entre 6005 et 7000 en fait, parce que ouais, il y a quelques équipements en plus. Ouais, du coup, moi, j'étais pas au courant, tu vois, vu que je suis pas familier du tout avec ce milieu, que genre certains vélos pouvaient coûter aussi cher. C'est quoi qui justifie justement ce prix? Alors, il y a beaucoup de. Alors, faut savoir que 6005 c'est pas du tout le haut de gamme en plus. Hein. C'est vrai? On va dire que 6005 c'est le haut de la moyenne gamme. C'est-à-dire que si tu prends le haut de gamme, tu seras aujourd'hui, tu seras sur entre du 12 à 17 000, tu vois. Ah ouais, c'est des prix de voiture, quoi. Mais par exemple, sur le Tour de France, les professionnels, la moyenne du prix d'un vélo, c'est 15 000 euros. Wow. Donc, qu'est-ce qui justifie le prix le cadre est en carbone, les roues sont en carbone. Donc, le carbone, c'est vraiment le meilleur matériau pour produire les cadres et les roues parce que c'est un matériel qui est rigide. C'est-à-dire que quand tu pédales sur ton vélo, le cadre va moins se déformer, donc il y a moins d'énergie qui va se dissiper. C'est un matériel qui est très léger, donc tu peux avoir un vélo léger, ce qui est un avantage. Il y a également la forme du cadre, la forme du cintre, qui est vraiment aérodynamique. Donc, tu as moins de résistance à l'écoulement de l'air. Donc, vraiment, tu as un vélo qui est beaucoup plus performant. Tu as les vitesses qui sont électriques aussi. C'est-à-dire que sur un vélo traditionnel, tu actives ton levier de vitesse. C'est un câble qui va venir tirer pour décaler le dérailleur. Alors que là, c'est un signal électrique, donc ça change les vitesses beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Il y a également un capteur de puissance pour donner les informations de puissance. Ça aussi, c'est un coût. Donc ouais, c'est un ensemble de composants qui justifient ce prix. Mais 6005, ouais, c'est très cher, mais c'est même pas le haut de gamme en fait. On va dire que c'est le bon prix si tu veux vraiment un super vélo bien fonctionnel. Au-delà, en fait, il y a peu de bénéfices à rajouter de l'argent au-dessus de 6005. Ça sera des gains, on va dire des gains marginaux. À partir de 7000, 8000 euros, ça devient marginal. Mais c'est des gains tout de même. Ok. Et si quelqu'un justement serait amené à commencer le cyclisme un petit peu en loisir, qu'est-ce qu'il lui faudrait comme équipement? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ouais. Alors pour commencer un loisir, par contre, il n'y a pas besoin de mettre un 6005. Je trouve que l'idéal en termes de budget, il faudrait compter entre 2000 et 3000 euros pour avoir un bon vélo qui peut supporter un bon volume d'entraînement. Après, ça dépend de la pratique de la personne. Mais une personne, je parle, qui veut vraiment se mettre sérieusement au vélo et qui veut progresser sur les années, le vélo de base à avoir, ça serait entre 2000 et 3000 euros. Donc c'est tout de même un budget, mais honnêtement, ça les vaut. En fait, acheter un vélo, pour moi, c'est tu achètes une expérience de vie parce que tu prends tellement de plaisir à rouler, tu découvres des paysages. C'est pas simplement un objet, c'est un objet qui te permet de vivre des expériences. Donc pour moi, acheter un vélo, tu achètes une expérience de vie en réalité. Donc ça les vaut complètement, je trouve. Moi, j'allais te poser la question, mais c'était ça un petit peu. Pourquoi faire du vélo? Là, t'as un petit peu expliqué, mais est-ce que tu peux développer par rapport à ça? Qu'est-ce que t'en tires, toi, quand tu pratiquais ce sport, et qu'est-ce qui t'a poussé justement à être consistant sur ces années? Quels sont les bénéfices, quoi, pour toi? Moi, ce que j'ai adoré avec le vélo, c'est la notion d'exploration. Donc, c'est-à-dire que tu me poses n'importe où sur la carte. Grâce à mon vélo, je peux explorer, je peux découvrir de nouvelles routes. Donc, tu vois de magnifiques paysages. Même t'as une sensation de vitesse dans les descentes. T'as l'écoulement de l'air. Tu t'amuses à prendre des belles trajectoires, etc. Donc, c'est très agréable. Même, j'adore l'effort, tout simplement. Moi, j'adore faire des efforts, que ça soit en course à pied ou sur le vélo. Je trouve ça génial. Par exemple, monter un col dans les Pyrénées, dans les Alpes. Faire de gros efforts en côte. Là, j'aurais du mal à t'expliquer pourquoi, mais j'adore la sensation, tout simplement. Et de base, je faisais du VTT. Le VTT, c'est encore mieux parce que t'es dans des chemins. Donc, les descentes, c'est excellent, les sensations. Tu peux faire des sauts, tu peux sauter des marches. C'est trop agréable. Franchement, le VTT, c'est mon activité coup de cœur, vraiment, après. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi, du coup, tu en pratiques plus trop aujourd'hui? Le VTT, la pente, ça demande beaucoup de temps à investir sur la gestion du matériel, l'entretien. Tu t'exposes aussi à des risques de chute, ce qui peut vraiment entacher sur mon travail. Si par exemple je me casse un bras, si je me casse quelque chose, une clavicule, etc. Mais après c'est différent du vélo route. Le vélo route j'adore aussi. Sur le vélo route on aura plus de sensations de vitesse par exemple, sur le plat, etc. En fait j'adore les deux, mais au final j'adore les deux. Ça serait difficile pour moi de faire un choix. C'est vrai. Ouais. Mais j'encourage vraiment les auditeurs à essayer le vélo. Je trouve ça formidable comme sport. Ok, c'est vrai que moi c'est un sport que j'ai jamais, ça m'est même jamais, tu vois, passé à l'esprit parce que je sais pas, voilà, dans mon environnement, je connaissais personne qui pratiquait vraiment ce sport. Si quelqu'un voudrait se lancer, quels seraient les conseils que tu lui donnerais justement sur peut-être comment structurer sa pratique, son entraînement, etc. Voilà, comment on se lancerait de la bonne manière, tu vois, dans ce sport? Ouais.
La première étape, ça serait, je pense, d'être réaliste sur ses capacités et de pas essayer. Euh, je- Après, ça serait peut-être un conseil qui s'applique à une personne qui est vraiment désireuse de progresser dès le début. Il faut vraiment pas griller les étapes et je lui dirais d'être vraiment régulier de semaine en semaine. Donc ça, c'est un conseil un peu de base, mais qui est très important, de viser par exemple un volume hebdomadaire, donc combien d'heures il peut faire chaque semaine, mais d'être raisonnable dans un premier temps, par exemple de cibler, je sais pas, s'il débute vraiment 3 heures de vélo, 3-4 heures, à répartir dans sa semaine, mais après il faut qu'il s'y tienne, chaque semaine de passer ces 4 heures. Il faut pas se dire, cette semaine je fais 4 heures, la semaine d'après je fais rien, la semaine d'après je reviens à 2, ça marche pas comme ça. L'un des meilleurs conseils, c'est d'être régulier de semaine en semaine et de toujours faire le même volume. Donc, commencer à 4 heures, après, pourquoi pas 4 heures et demie, 5 heures, et monter petit à petit et se laisser vraiment le temps pour monter en volume. Après, sur le contenu des séances en elles-mêmes, pour un débutant, je lui dirais de pas forcément respecter une allure cible, mais plutôt vraiment de prendre du plaisir, éviter de rouler trop fort constamment, parce que le problème des débutants, c'est valable en course à pied. Sur chaque sortie, ils vont essayer de battre le record, de rouler toujours plus vite, de courir toujours plus vite, et c'est pas forcément le cas. Je leur dirais de rester plutôt à basse intensité, d'avoir une allure qu'ils peuvent tenir tout en discutant, par exemple, s'ils font une sortie de groupe, être capable de discuter, ne pas sentir de grosses douleurs dans les jambes. Il n'y a pas besoin de sentir de douleur pour progresser, mais de temps en temps, par exemple, dans les côtes, ils peuvent s'amuser à produire des efforts plus élevés. Donc, au lieu de rouler toujours à la même vitesse et essayer de maintenir une allure élevée sur toutes ces sorties, battre le record de vitesse, je dirais de polariser en quelque sorte ses sorties avec des phases où il pédale vraiment facilement, il est capable de discuter, et des phases où il se fait plaisir en côte, par exemple, où il essaye de monter à fond à une intensité plus élevée. Donc, oublier l'intensité du milieu et plutôt soit s'entraîner facilement, soit s'entraîner vraiment à haute intensité. Ça serait le conseil que je pourrais donner à un débutant. Est-ce que le changement de l'intensité, par exemple, pourrait permettre, tu vois, de faire des espèces d'arbitrage au niveau du temps de pratique? Disons que si de base je voulais m'entraîner, voilà, 3 heures par semaine, est-ce que si, par exemple, bah, je vais plutôt pratiquer, voilà, une sortie à haute intensité, du coup, je peux m'entraîner moins longtemps ou ça se passe pas comme ça? Non, non, non. Ça se passe pas comme ça. Justement, le volume, il doit pas bouger, qu'importe le contenu de ta semaine. En fait, une sortie intense ne va pas remplacer du volume. Le volume à basse intensité et les sorties intenses, en fait, elles fonctionnent en interaction. C'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux en même temps dans les semaines. Et c'est la combinaison entre des longues sorties à basse intensité et des sorties courtes, plus courtes à haute intensité, qui va induire des progrès. Parce qu'en fait, sur une sortie, on va dire sur une sortie longue à basse intensité, tu vas notamment mettre plus l'accent sur l'amélioration de ton métabolisme, sur l'amélioration de tes filières énergétiques. Les filières énergétiques, c'est ce qui permet de convertir l'énergie qu'il y a, par exemple, dans ton alimentation, les glucides et les lipides en ATP. L'ATP, c'est ce qui permet la contraction musculaire. Donc, tu vas plutôt améliorer tes filières, on va dire, à basse intensité. Là, je fais de gros raccourcis, mais c'est l'idée. Et si tu vas à haute intensité, tu vas beaucoup plus impacter ton cœur, par exemple, et impacter tes muscles d'une manière différente. Mais en fait, en quelque sorte, tu travailles pas tout à fait de la même manière en étant à basse et haute intensité. Et dans ton entraînement, tu es obligé d'avoir les deux stimuli si tu veux progresser. Tu peux pas, si tu fais que de la haute intensité, il va forcément t'en manquer. Tu es obligé de faire les deux. Ok. Quand on parle de progresser, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est justement faire plus vite la même distance ou par exemple rouler, enfin pouvoir tenir plus de temps, plus de volume? Ouais, mais tu peux le voir sur les deux axes. Donc la performance en cyclisme, c'est vraiment la vitesse. Améliorer sa performance, être capable de rouler plus rapidement sur une durée donnée ou de rouler plus longtemps à une vitesse donnée. Donc du coup, c'est dans les deux sens. Donc être capable de rouler plus longtemps ou être capable de rouler plus vite. Mais après, moi en tant qu'entraîneur, ce que je regarde, c'est surtout la performance physique avec la puissance. Et on va regarder, par exemple, le but, du coup, la progression la caractérise par une augmentation de la puissance sur une durée donnée ou augmenter la durée sur une puissance donnée. Et en augmentant la puissance, forcément, la vitesse sera améliorée derrière. Ok, ouais, bah, je comprends bien. Je fais un petit peu les parallèles avec la musculation dans ma tête parce que voilà, c'est, on va dire, la pratique pour laquelle j'ai un peu plus de connaissances. Mais ouais, c'est vrai que on peut jouer ainsi aussi pour les deux axes, tu vois, c'est-à-dire soit tu vas augmenter le poids pour justement réduire le nombre de répétitions, ou soit tu vois, tu peux faire un volume équivalent en augmentant le nombre de répétitions, mais tu vois, en baissant le poids. Ouais. Et si tu arrives à progresser d'une ou des autres manières, en attendant, tu progresses, quoi. Mais tu vois, pour faire le parallèle avec la musculation est très bon.
par exemple, la puissance en watts, ça serait la charge en kilogrammes sur une séance. C'est vraiment une charge externe, la puissance. Et la durée, ça serait le nombre de répétitions. Donc, c'est un peu ça l'équivalence. Mais à la différence, en musculation, t'as pas besoin de capacité à basse intensité. C'est quelqu'un en cyclisme. En cyclisme, par exemple, sur une course, tu dois être capable de pédaler 4 heures à basse intensité. Et tu dois finir par une ascension de col, par exemple, où tu vas devoir monter à haute intensité. Donc ça, c'est aussi pour expliquer la notion de basse et haute intensité. Tu dois être capable d'être endurant, de tenir longtemps à basse intensité pour être capable de faire la différence à la fin à haute intensité. Parce qu'un cycliste qui s'entraîne tout le temps à haute intensité, il sera capable de monter le col très fort, mais pas après 4 heures de vélo. Après 4 heures de vélo, il sera épuisé, il sera pas capable. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de la combinaison des deux. D'accord. Et comment on détermine cette intensité? Est-ce que c'est dans la tête? Enfin, comment on la détermine? Mais vu qu'on se passe sur la puissance, Ah oui. je leur propose des tests de puissance. Et grâce à ces tests de puissance, je peux déterminer des zones d'entraînement. Donc, par exemple, de X watts à X watts, ça sera la basse intensité. De X watts à X watts, ça sera de la moyenne intensité. Et de X watts à X watts, ça sera la haute intensité. Donc, en fait, il y a 3 domaines d'intensité différents. Et après, dans ces domaines, on peut préciser des zones un peu plus précises en fonction des exercices qu'on veut. Il y a également les zones de fréquence cardiaque. On peut s'entraîner sans la puissance et se concentrer que sur la fréquence cardiaque. L'idéal est d'avoir les deux. L'avantage de la fréquence cardiaque, c'est que ça nous indique la manière à laquelle notre corps réagit à l'effort. Donc pareil, on a des zones de fréquence cardiaque qui sont étalonnées sur notre fréquence cardiaque maximale. Ok. Justement, moi, je suis tombé dans ma vie, voilà, sur, enfin, j'en ai appris un petit peu sur les zones de fréquence cardiaque, plutôt dans un aspect santé. Est-ce que toi, c'est aussi quelque chose qui t'a motivé à pratiquer ces sports ou c'est un bonus plutôt? Sur l'aspect santé? Ouais, c'est-à-dire, tu vois, en général, par exemple, quand on parle de zone 2, moi, je l'ai appris, tu vois, justement, par Peter Attia que tu connais aussi. Tu vois, il conseille, je crois, 150 minutes de zone 2 par semaine pour, voilà, à dire réduire un maximum les risques cardiovasculaires, etc. Ah oui, c'est sûr que l'aspect santé des sports d'endurance, il est bon pour en parler si tu veux. C'est vraiment très important. Mais moi, dans mon cas personnel, j'ai jamais pensé à la santé parce que pour moi, le sport n'a jamais été une question. J'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Et le vélo, je l'ai pas fait pour la santé, je l'ai fait vraiment pour la performance. Mais forcément, la santé suit derrière et c'est un aspect qui peut être très intéressant pour des personnes. Enfin, ça peut être un gros motivateur pour les personnes qui veulent commencer le vélo, les sports d'endurance, parce que l'impact sur la santé est formidable. Ok. Et du coup, par exemple, enfin, dis-moi, tu voulais développer justement sur l'aspect santé. Je t'en prie, dis-moi un petit peu ce que tu voulais rajouter par rapport à ça. Bref, en fait, ça va. Le problème, par exemple, c'est que aujourd'hui, je trouve que la musculation a été beaucoup mise en avant pendant une longue période. Mais en fait, ça va. Oui, certes, vous allez augmenter votre masse musculaire, augmenter votre force, ce qui est très intéressant. Mais ça reste une couche superficielle et on voit pas ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et même chez des personnes très musclées, ils peuvent être déficients au niveau cardiaque et au niveau métabolique. Et l'entraînement d'endurance va venir améliorer votre métabolisme, améliorer votre système cardiovasculaire et l'impact sur la santé est énorme en fait. Vous aurez un cœur plus performant, mais surtout au niveau du métabolisme, vous serez capable d'utiliser plus de graisse, plus de lipides. Vous aurez une meilleure flexibilité métabolique, c'est-à-dire que vous allez être mieux, votre corps va mieux traiter les différents substrats énergétiques, mais aussi quelque chose qui est intéressant, par exemple les personnes qui veulent perdre du poids, elles vont simplement se concentrer peut-être sur l'alimentation, mais ce qui est pas souvent cité, c'est que en améliorant ses performances physiques, c'est-à-dire qu'on sera capable de brûler plus de calories. Par exemple, un cycliste du Tour de France, il va être capable de maintenir, on va dire, une puissance de 400 watts sur une heure. Donc 400 watts sur une heure, ça représente en termes de calories, je vais pas réussir à faire le calcul de tête, mais ça représente ça représente une dépense énergétique énorme. Alors par exemple, qu'une personne sédentaire qui peut être en surpoids, si on lui demande de faire une heure un effort maximal, elle sera capable de brûler très peu de calories parce que son corps n'est pas performant. C'est-à-dire que son corps n'est pas capable de traiter suffisamment, de prendre suffisamment d'acides gras. Donc en fait, pour un même effort en termes de perception, la personne en surpoids et sédentaire va griller va griller quasiment pas de calories. Alors que le cycliste surentraîné, alors lui, ça sera une usine à griller des calories, par exemple. Donc aussi dans le fait de perdre du poids, ça peut grandement faciliter ce phénomène. C'est super intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la tendance de l'athlète hybride?
c'est qui est arrivé un petit peu, je crois que c'est avec Nick Bare, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Mais d'un point de vue santé, je pense que c'est parfait parce que ça relie le meilleur des deux mondes. D'un côté, on développe les capacités métaboliques et cardiovasculaires avec les sports d'endurance, et de notre côté, on développe la force. C'est également intéressant sur des aspects hormonaux, tu vois, les sports de force, même sur les aspects neuromusculaires. Donc en fait, on prend tout simplement le meilleur des deux mondes. Donc je pense que c'est une très bonne tendance et qui est très positive. Et c'est ce que je recommanderais en fait à la plupart des personnes, pas forcément se spécifier dans un sport, mais essayer de combiner les deux. Bah en vrai c'est vrai que plus jeune en tout cas j'avais l'impression qu'il y avait vraiment cette distinction entre les pratiquants de sport de force ou de musculation, voilà, powerlifting ou même haltérophilie, et les sports d'endurance. Et même moi j'avais un peu cette croyance que si tu pratiquais justement des sports d'endurance, bah t'allais finir avec un corps justement, bah voilà quoi, maigre, skinny, on peut appeler ça comme on veut. Et c'est vrai que du coup maintenant qu'on voit des gens qui arrivent à être performants sur les deux côtés de la performance physique, on va dire, c'est cool de se dire que c'est atteignable et qu'on peut être à la fois performant sur les sports cardiovasculaires et sur les sports de force. Ouais, c'est ça. On peut être performant dans les deux, mais après il faut accepter d'être entre guillemets moyen dans les deux. Parce que forcément, si on va atteindre l'excellence dans un des deux côtés, on est obligé de se spécifier et de faire que ça. Après, je pense que dans les deux cas, par exemple, je veux dire, c'est un spectre. La répartition entre entraînement de force et entraînement d'endurance, c'est un spectre, et on peut choisir où est-ce qu'on met le curseur. C'est-à-dire que les athlètes hybrides, comme tu le décris, comme Nick Bare, ça va vraiment être du 50-50. Mais tu peux décider de faire, par exemple, 80% entraînement d'endurance, ton focus est là-dessus, et mettre un peu de 20% de force, et ça peut être intéressant, ou inversement. Un athlète de force, il peut rajouter 20% d'endurance, et ça sera que bénéfique pour son développement et pour son développement sportif, pour ses performances. C'est pour ça que être 100% d'un côté, c'est pas bon, même pour les sports d'endurance. Moi, je préconise la musculation parce que ça a un impact direct sur les performances. Donc l'idéal, c'est de pas avoir le 100%, on peut naviguer sur ce spectre comme l'on souhaite. Moi, par exemple, en tant que personne, je suis vraiment axé sur la performance dans les sports d'endurance. Donc pour moi, c'est inconcevable de faire 50-50. Donc moi, ça sera plutôt 90% sport d'endurance et 10% sport de force. D'accord. Et comment tu structures justement, comment tu inclus ça aujourd'hui dans ton programme? Alors, à l'instant T, je l'inclus pas parce que j'ai pas le temps d'aller en salle, etc. Mais dans l'idéal, pour moi, ça serait par exemple faire 2 séances de musculation par semaine. Donc ça serait vraiment peu au final. Mais voilà, dans l'idéal, pour respecter ce 80% endurance, 20% force, ça serait 2 séances de muscu par semaine. Après, tu vois, je fais des tractions, je fais des pompes, un peu pour le haut du corps. Donc en soi, je fais également un peu de rappel de force. Ok. Ouais, c'est vrai que moi justement, j'étais plutôt de l'autre côté, tu vois. J'allais souvent à la musculation, souvent pendant 6 fois par semaine, etc. Et maintenant, je me dis, j'aimerais bien rajouter, voilà, peut-être, tu vois, 30% de ma pratique qui se situerait plus sur l'activité cardiovasculaire. Et est-ce que pour toi, du coup, ça serait mieux que je commence pour la course à pied, enfin plutôt que je fasse de la course à pied ou du vélo, du coup? Pourquoi pas les deux? Après, le vélo, la différence, c'est que voilà, il y a la notion d'équipement en plus, et ça demande plus de temps parce que chaque fois, tu dois te préparer avant d'aller sortir, alors que la course à pied, il y a rien de plus simple. Tu mets tes baskets, tu peux sortir, tu peux courir n'importe où. Donc en soi, pour la praticité, je te conseillerais la course à pied dans un premier temps. Le vélo, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. Pour moi, le vélo, c'est quand on tombe dans le vélo, on est obligé de s'y mettre à 100%. J'ai du mal à voir le vélo comme une petite activité complémentaire. Ok. Et même d'un point de vue financier, ça vaut pas le coup parce que tu vas devoir mettre beaucoup d'investissement pour peu de temps de pratique. Donc, je recommanderais la course à pied. Ok. Mais après, moi, ce que je trouve excellent, du coup, dans l'idée d'être hybride, c'est les sports de combat. Ouais. Parce que, par exemple, on voit les athlètes de MMA, ils sont vraiment complets, que ça soit en force, en endurance, etc. Ils ont des super capacités dans les deux mondes. Donc, eux, c'est un bon exemple qu'être hybride, ça fonctionne parfaitement. Ouais, c'est vrai, les sports de combat, c'est pas mal, mais je me demande si on peut quand même, parce qu'au final, dans leur entraînement, tu vois, ils incluent quand même, par exemple, voilà, des exercices de force, de musculation, et à la fois aussi, des exercices cardiovasculaires. Souvent, ils vont courir, nager, ce genre de choses. Mais je sais pas si la pratique en elle-même se suffit, tu vois, pour améliorer significativement le cardio, quoi.
Ah oui, oui, c'est sûr. Ben, pour un combattant de MMA, ouais, c'est vrai que moi, si je devais entraîner un combattant de MMA sur l'aspect d'endurance, je lui recommanderais de faire des footings en zone 2, par exemple, à basse intensité. C'est vrai que, ouais, faut plein de différents types d'entraînements annexes et la pratique du sport de combat seul ne se suffit pas le même, ouais. T'es obligé de rajouter des entraînements à côté. Mais ils touchent un Ok. peu à tout, d'ailleurs, les combattants de Ouais. MMA. Ils vont à la salle de sport, ils vont courir, ils font tout, quoi. Ouais, pareil, c'est l'impression que j'ai eue. Qu'est-ce que tu penses de David Goggins? Comme une grosse tendance là qui arrive bah, ça fait longtemps, Mm. je pense, aux États-Unis, mais tu sais, en France, là, c'est quand même devenu bien populaire. Mm. Et puis voilà, et bah, il amène avec lui aussi une grosse popularité sur les sports d'endurance. Ouais. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu ce que t'en pensais. Ben, David Goggins, je le trouve vraiment intéressant sur le plan mental. Enfin, il développe des concepts que je trouve très intéressants pour nous permettre, enfin, pour permettre à tous d'être plus forts mentalement. Parce que le mental, c'est un composant énorme du sport. Enfin, surtout dans l'aspect performance, pour atteindre son meilleur niveau, c'est vrai que le mental, ça devient très important. Donc ouais, je le trouve très intéressant sur le plan mental. Après, sur ses recommandations d'entraînement, je pense pas que ça soit un bon exemple d'essayer de s'entraîner comme lui. Euh, En fait, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, voilà, pour progresser mentalement, mais dans l'idée d'aller chercher ses meilleures performances, c'est pas l'idéal, parce que de ce que je vois, il s'entraîne tous les jours de la même manière. Et justement, un entraînement qui fonctionne, ça apporter de la variation, avec des séances de différentes longueurs, de différentes intensités, et c'est en jouant sur ce curseur de intensité-durée qu'on va apporter de la progression, alors que de ce que je vois, j'ai l'impression que lui, c'est tous les jours, il va faire 20 miles, il va faire 1000 tractions, enfin j'en sais rien, mais c'est toujours pareil. Et un entraînement qui fonctionne, c'est de la variation au sein de la semaine. Donc, sur l'aspect mental, oui, je peux que recommander, mais ne pas forcément écouter ses recommandations d'entraînement. D'accord. Est-ce que tu as des conseils sur l'aspect mental? Parce que c'est vrai que c'est un gros facteur quand même, surtout sur les sports d'endurance. Mm. C'est vraiment sur le mental que ça joue. Et puis, bah, c'est soit tu continues, soit t'abandonnes parce que bah, tu vois, tu souffres, entre guillemets. Alors que dans certains sports, comme par exemple bah, les sports de combat et la musculation, voilà, que j'ai un peu plus pratiqué, bon, t'as soit le round que tu dois tenir, ou soit de toute façon, tu vois, t'as un nombre fini de répétitions qui fait que Ouais. t'as moins besoin de tenir cette souffrance sur voilà, bah, sur le temps, quoi. Est-ce que toi, Ouais. t'as des conseils par rapport à ça? Ouais. Ben, en fait, le mental, dans les sports d'endurance, c'est ce qui te permet d'exploiter ton plein potentiel. Je suis pas, il y a certaines personnes qui vont dire oui, le mental, ça fait tout. C'est faux. Le mental, ça fait pas tout. Si t'as pas le moteur derrière, c'est pas possible d'avancer. Mais ça te permet de débloquer ton niveau. Et les personnes qui ont pas de mental, elles vont toujours courir à 80% leur capacité en course. Alors qu'une personne qui a un gros mental va atteindre le 100%. Atteindre le 100%, je pense que c'est pas possible. On a toujours une réserve de sécurité. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on craque? C'est tout simplement notre cerveau qui nous envoie des signaux pour nous remettre dans un mode de sécurité, parce que quand on fait un gros effort, on le met en quelque sorte en danger. Donc il va trouver des solutions pour nous faire ralentir, nous faire arrêter. Donc exploiter le 100%, c'est pas possible, mais l'idée c'est de tendre vers le 100%. Et dans les sports d'endurance, c'est très important. Par exemple, moi je fais des compétitions sur 10 km, donc c'est 10 km à fond en course à pied, et c'est très très dur. Dès la mi-course, t'as envie d'abandonner en fait, si t'écoutes ton cerveau. Donc ouais, tu dois mettre en place des outils. Et par exemple, j'ai un concept de David Goggins que je trouve très intéressant. Il appelle ça the 1 second decision, donc c'est la décision d'une seconde. Il dit il suffit d'une seconde pour tout foutre en l'air, et décider d'abandonner, c'est une décision d'une seconde. Et en fait, il dit pour réussir une épreuve, tu dois gagner chaque seconde. Et en fait, tu changes ton horizon temporel. Au lieu d'imaginer toute la longueur de l'épreuve qui te reste, ce qui peut être un peu assommant et ce qui peut décourager, tu te concentres sur chaque seconde. Donc en course à pied, c'est gagner chaque pas, gagner chaque mètre pour arriver jusqu'à la ligne. Donc moi, par exemple, ça dépend de l'état dans lequel je me trouve. En début de course, je vais être très bien. Ça va dérouler, par exemple, sur un 10 km, sur les 3 premiers kilomètres, je vais me sentir à l'aise. Donc je vais plutôt me concentrer sur mon allure, avoir une bonne technique, ne pas faire n'importe quoi, choisir mes bonnes trajectoires, garder une bonne posture. Donc dans ma tête, je me répète ça. Il y a beaucoup, en fait, c'est que des dialogues internes, je me rappelle ça. Quand je vais arriver à la mi-course, ça va commencer à être difficile. Donc là, je vais plutôt essayer de gagner chaque kilomètre. Je vais gagner chaque kilomètre, avancer comme ça. Et plus la course avance, plus ça devient dur, et plus je vais réduire mon échelle. Après, ça va être des mètres. Je vais essayer de gagner chaque centaine de mètres. Après, je vais gagner des minutes, etc. Enfin, c'est plutôt, je vais gagner des minutes, après des centaines de mètres. Et après, à la fin, tu gagnes des pas. Je me pose la question, est-ce que je suis capable de faire un pas en plus? Oui, non, oui, mais je fais le pas en plus. Et après, tu gagnes chaque pas, chaque pas, chaque pas. Et en fait, t'as la ligne d'arrivée au bout et t'as fini ta course. Alors que si dès le début, t'imaginais
par exemple, t'es dans le mal au kilomètre 3, t'imagines t'es 7 kilomètres, mentalement, tu peux pas t'abandonner, en fait. Donc, c'est un concept que je trouve très intéressant de découper son effort dans sa tête et d'essayer de gagner chaque instant. Et en gagnant chaque instant, on gagne la course en entier. Super concept. En tout cas, je pense que c'est super utile et je vais essayer de raisonner plus comme ça maintenant si je pratique. Après, il y a d'autres approches après. Tu peux essayer de t'oublier dans l'effort, de penser à autre chose. Il y a différentes approches. Moi, je sais que ça fonctionne pour moi, donc il y a plusieurs choses à tester. Donc, penser à autre chose ou essayer de faire le vide, rentrer dans un état méditatif. Mes meilleures méditations, moi, je les ai fait en faisant de la haute intensité dans une course. Voilà, pour essayer de tenir. Qu'est-ce que tu appelles un état méditatif? Vraiment, ça n'est... pour moi, t'es vraiment 100% dans l'instant, dans le moment présent. Parce que quand t'es vraiment dans le dur, t'es un peu en mode survie et tu vas pas penser à ce qui va se passer demain, à ce qui s'est passé hier. Tu luttes pour maintenir ton allure. Et donc, j'ai déjà atteint des moments où dans mon cerveau, il se passe rien, c'est le vide total et je suis concentré sur mon effort. Donc, j'avais l'impression d'être dans le moment présent. Est-ce que tu te concentres sur des parties de ton corps, sur des sensations ou sur l'environnement extérieur? Sur quoi tu focuses ton attention pour être 100% sur quelque chose? Par exemple, sur ma respiration, je me concentre sur l'écoulement de l'air. Voilà, j'imagine l'air entrer, circuler dans mes poumons, etc. Donc, il y a des points d'ancrage au niveau de la respiration. Ça peut être au niveau du rythme des pas, etc. Ok, super intéressant. Il y a un point que tu avais soulevé dans une de tes vidéos, c'est que justement, si on n'avait pas la régularité et qu'on arrêtait pendant un certain moment de pratiquer, les résultats chutaient. Et tu sais, en musculation, il y a un petit peu le concept de mémoire musculaire qui fait que bon, même si tu arrêtes, tu vas perdre rapidement, certes, mais tu vas rapidement récupérer tes gains, en tout cas plus rapidement que la première fois où tu as dû beaucoup plus galérer pour les construire. Est-ce que c'est similaire ou pas dans les sports d'endurance? Ouais, c'est totalement similaire. Il y a de la mémoire musculaire, mais ça reste un sport cruel. Donc, c'est-à-dire que tu vas par exemple passer 5 mois pour gagner, on va dire, 5% de performance, et il suffira d'un seul pour reperdre ces 5%. Donc, on appelle ça le principe de réversibilité. Les effets de l'entraînement sont réversibles, on peut perdre ce qu'on a acquis, mais derrière, on va pouvoir le reprendre plus rapidement que sur les 5 mois. Peut-être qu'il va nous falloir que 3 mois, par exemple. Ouais. Donc oui, le principe de mémoire musculaire est là, mais il faut savoir que ça reste quand même un sport cruel et que le moindre arrêt cause quand même de grosses pertes. Est-ce que ça, toi, ça t'est déjà arrivé dans ta pratique, justement, de, je sais pas, pour partir en vacances, tu dois arrêter une semaine, t'as pas trop le choix, et du coup, de voir une grosse chute dans tes performances? En début d'année, ça m'est arrivé parce que je me suis blessé à la cheville. Donc j'ai dû arrêter de courir pendant 1 mois et demi. Et après, j'ai repris progressivement. Et ça m'a mis quand même un peu de temps à revenir à mon niveau de base. Mais c'est sûr que c'est revenu plus vite que si j'avais pas ce niveau de base-là. Mais ça a quand même ça a pris un peu de temps et c'était vraiment très très frustrant. Après, non, pour ce qui est vacances, etc., moi je fais en sorte de toujours m'entraîner. Depuis que je suis tombé dans les sports d'endurance, j'ai jamais fait une semaine d'arrêt en fait. Wow. Arrêt forcé par la blessure, mais à côté de ça, j'avais fait du vélo en complément de la course à pied, mais ça suffit pas pour combler le manque de course. Ok, super intéressant. Du coup, ça remet vraiment en perspective le risque de blesser, parce que voilà, du coup, c'est un point en plus. On va dire déjà, tu peux forcément t'abîmer, puis peut-être réduire tes performances par le fait que, je sais pas, tu seras plus fragile sur certains mouvements, certaines articulations. Est-ce que y a des choses à savoir pour éviter de se blesser, que ça soit dans le cyclisme ou dans la course à pied? Alors, en cyclisme, c'est quand même peu probable de se blesser, vu qu'il n'y a pas de choc. Faut vraiment faire un volume d'entraînement aberrant pour se blesser en cyclisme. En cyclisme, tu as surtout le risque de chute qui est inhérent à la pratique, qui peut vraiment causer des blessures graves, mais c'est surtout en course à pied le risque. Et en fait, le conseil, il n'y a pas de conseil miracle, il n'y a pas d'exercice pour éviter la blessure. C'est la gestion de la charge d'entraînement. C'est tout simplement ça. Il faut vraiment être progressif dans l'augmentation de sa charge et être très méthodique dans cette augmentation-là. Et surtout, il faut comprendre que le moindre changement de paramètre va augmenter le risque de blessure. Donc c'est important en course à pied d'avoir des structures de semaine similaires et de faire un changement à la fois. Par exemple, si tu décides d'augmenter ton volume de 10 km d'une semaine à l'autre, il faut pas chercher à faire une séance avec des intervalles, par exemple. Faut pas chercher à faire une séance d'intervalle en plus. C'est changer un paramètre à la fois.
Si on a une nouvelle paire de chaussures, il faut l'implémenter petit à petit parce que ça va changer la position du pied, par exemple. Donc ça peut causer un stress. Donc il faut être très prudent sur chaque changement de paramètres et faire des changements une fois à la fois de manière incrémentale et progressive dans le temps. Ok. Est-ce que toi, justement, t'as des histoires, entre guillemets, à raconter par rapport à ça? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des accidents? Je sais que tu m'as raconté il y a quelques jours, une chose qui t'était arrivée en course à pied. Ah oui, donc alors ça, bon, c'était en trail, donc je faisais du trail, donc j'étais tombé dans un chemin, donc ça c'est un exemple qui est peu commun quand même de tomber. Bon, pour ceux qui font du trail de manière un peu extrême, ils peuvent tomber, mais la plupart des gens qui font la course à pied, c'est la course sur route ou c'est du trail, mais sur des chemins assez accessibles. Donc il y a moins de risques de chute en course à pied. Le gros risque de blessure, c'est vraiment mettre trop de stress mécanique sur ses articulations en changeant trop de choses à la fois. Donc faut vraiment être progressif et c'est l'erreur que j'ai faite en début d'année où je me suis blessé à la cheville. En fait, j'ai tout simplement augmenté trop rapidement, mais il suffit d'une semaine en fait. J'ai augmenté trop rapidement d'une semaine à l'autre, bam, je l'ai payé directement. Et j'ai pas écouté mon corps, j'étais un peu dans le déni, je pense. C'était pas une grosse douleur, donc j'ai couru dessus et la blessure s'est aggravée et j'ai pas pu courir d'un mois et demi. Donc aussi, ouais, vraiment écouter son corps, être attentif au moins de signal et voilà, éviter de trop reforcer dessus. Et si on ressent justement un signal, une douleur, comment on doit se positionner par rapport à ça? Est-ce qu'on Ouais. doit pas forcément arrêter, je suppose, parce Ouais. que tu as dit précédemment? Non, justement, faut pas arrêter. Mais ça s'appelle le conseil des médecins de base. Si on a une douleur, on va au médecin, il va nous dire d'arrêter 2 semaines. Non, au contraire, faut pas arrêter. L'idéal, c'est de réduire l'intensité et et en fait d'être attentif à cette douleur. Il faut pas que le degré de douleur augmente dans la sortie. Par exemple, ça peut être intéressant d'attribuer une note de 0 à 10 à la douleur. Par exemple, on est à 4 et sur nos sorties, il faut pas que ça passe à 5. Dès que ça passe à 5, on s'arrête. Et en fait, ça peut être des petits footings tranquilles à basse intensité, rester à 4 tout le long et se concentrer sur ça. Et petit à petit, notre corps va s'adapter, développer des structures, renforcer les tendons, etc. Et la douleur va se dissiper, notre articulation sera renforcée. Et à ce moment-là, on peut reprendre une pratique plus normale. Donc l'idée, c'est d'identifier une note et de vraiment rester à ce degré-là. Il faut pas que ça augmente. Ok. Bah, super conseil. Merci beaucoup. J'avais une question un petit peu différente. On va peut-être revenir après sur des conseils plus pratiques. Mais ça m'intéressait, je pense que tu te connais un peu sur le sujet, sur le dopage en cyclisme. Ouais. Comment ça se passe? Sur quels critères? Enfin, pas forcément les produits qu'ils utilisent, mais ouais, si, peut-être aussi. Mais sur quoi ils jouent, justement? Tu sais, c'est un truc qui est un peu fréquent dans les compétitions. On entend souvent pour le Tour de France qu'il y a pas mal de cyclistes qui se font choper pour dopage. Et c'est quoi les leviers sur lesquels ils vont jouer pour performer comme ça Ouais. sur ce type de sport? Bah alors, à l'instant T, normalement, aucun cycliste est censé être dopé. Il y a eu aucun test positif sur les derniers Tours de France. Donc, je peux par exemple parler des années de dopage que le cyclisme a connu. C'est dans les années 90 et 2000, où il y a eu beaucoup de cas de dopage, notamment avec Lance Armstrong. Donc, je peux te parler des pratiques qu'il a utilisées. Donc, c'était l'EPO qui était beaucoup utilisé. Donc, l'EPO, c'est l'érythropoïétine, exactement. Donc, c'est une hormone qui est sécrétée naturellement par notre corps, qui va déclencher la production de globules rouges. Les globules rouges, c'est ce qui permet de transporter l'oxygène dans le sang. Donc, si tu prends l'EPO, donc tu vas augmenter tes taux de cette hormone clé et ça va augmenter ton niveau de globules rouges. Et si tu as plus de globules rouges, tu seras capable de faire circuler plus d'oxygène par unité, par un volume de sang, par unité de sang, on va dire. Et donc, si tu as plus d'oxygène, tu peux envoyer plus d'oxygène aux muscles. Et s'il y a plus d'oxygène aux muscles, tu peux produire plus d'énergie au niveau musculaire et tu peux maintenir des efforts plus intenses et plus longtemps dans la durée. Donc, c'était l'EPO qui a été utilisé pendant de nombreuses années. Après l'EPO, ça implique que le sang devient plus épais. Donc ça, c'est pas un avantage parce que si le sang est plus visqueux, plus épais, il va circuler moins vite dans le corps. Du coup, il prenait des fluidifiants en plus de ça. Donc là, je crois que c'était des produits de vétérinaires. Normalement, c'était utilisé pour les chevaux, pour fluidifier le sang, pour avoir un sang très liquide. Donc, ils étaient très prudents au niveau des chutes, parce que du coup, tu pouvais te vider ton sang très rapidement à cause de ça. Après, qu'est-ce qu'il faisait? Lance Armstrong, il avait vraiment été loin. Donc, il faisait la technique de la transfusion. C'est-à-dire que à distance du Tour de France, son équipe, son staff, lui prélevait une grosse poche de sang, mais c'était des trucs vraiment violents. C'était
de l'ordre d'1 litre quand même, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, de sang vraiment oxygéné, rempli de globules rouges, etc. Et pendant le Tour de France, quand il était fatigué, qui est vraiment puisé dans les réserves, eh bien, on lui faisait passer ce sang frais directement, et les effets sur la performance des perfusions étaient vraiment très importants. Donc ils utilisaient ça. Après, testostérone, hormones de croissance, tous ces produits qu'on peut retrouver en bodybuilding. Qu'est-ce qu'ils pouvaient utiliser d'autre? Après voilà, je suis pas forcément l'expert du dopage, mais c'était les produits clés. Après ils utilisaient certains médicaments, etc. Mais le principal c'était EPO, testostérone, hormones de croissance. Ok, bref. Ah ouais, je savais pas, pour les transfusions, c'est quand même transfusion, ouais. un sacré niveau d'implication dans le truc, mais c'était gore à cette époque. Et du coup maintenant c'est quelque chose qui est révolu, tu penses aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé? Je sais pas, c'est vrai que quand je dis que je suis entraîneur en cyclisme, c'est toujours la question qu'on me pose, qu'est-ce que je pense des cyclistes professionnels? Donc moi, il faut savoir que j'entraîne pas des cyclistes professionnels, je suis pas dans les équipes, donc honnêtement, je ne sais pas. Il est clair que les performances qu'on peut voir aujourd'hui sur le Tour de France, elles sont impressionnantes, mais après, où est-ce qu'on place la limite humaine, en fait? C'est difficile à savoir. Par exemple, sur un corps humain, en bodybuilding, maintenant, on arrive à savoir un peu où est la limite, mais sur les sports d'endurance, c'est difficile de savoir ce qui est réaliste, humainement ou pas. Et après, c'est également difficile de savoir où est-ce qu'on place la limite dans ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Parce qu'en soi, si on y réfléchit, par exemple, prendre de la caféine, ça va améliorer les performances. C'est une substance externe, mais est-ce que c'est du dopage? Est-ce que c'est pas du dopage? Par exemple, sur les courses, maintenant, ils prennent des doses de glucides énormes, parce que les glucides vont améliorer directement la performance. Donc, c'est un peu une nouveauté dans le cyclisme moderne qui explique l'augmentation des performances. Ça, j'en suis persuadé. Ils prennent les glucides beaucoup plus au sérieux, ils prennent des doses énormes par heure de course, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc ça a fait accélérer tous les cyclistes professionnels directement. Donc, est-ce que c'est du dopage ou pas? Non. Enfin, fondamentalement, les glucides, c'est autorisé. Donc, il est difficile de mettre la limite. Après, je pense que la limite, c'est plutôt au niveau, des médicaments, etc. Donc, honnêtement, je ne saurais pas quoi te répondre. Je ne sais pas. Je peux pas me prononcer dessus. J'ai pas envie de diffamer certains cyclistes, comme certains font à longueur de journée. Il faut respecter leur travail, parce que moi, je pense également que le cyclisme, ça reste un divertissement. Moi, ça peut choquer mon avis, mais moi, je m'en fous, en fait, ils sont dopés ou pas. Le rôle du sport dans notre société, c'est de divertir les foules, c'est de divertir, par exemple, le Tour de France, c'est de divertir les gens pendant l'été. Donc, je m'en fous qu'ils soient dopés ou pas, tu vois, c'est pas mon problème. Si j'étais entraîneur d'une équipe adverse, ça me poserait un problème, sûrement, parce que du coup, on se battrait peut-être pas à armes égales. Mais moi, en tant que spectateur, je m'en fous. Et il faut surtout pas enlever le travail des athlètes, qui est tout simplement énorme, dopage ou pas dopage. En fait, s'il y a du dopage, ça va rester un pourcentage de gain en plus. Donc, voilà mon avis sur la question. Bah ouais, je suis totalement d'accord en tout cas avec toi. C'est vrai que pour le coup, c'est une question qui se pose dans tous les sports de haut niveau. En vérité, on n'est pas dans les coulisses, on sait jamais ce qui se passe ou pas. Et puis c'est vrai que nous, d'un point de vue de spectateurs, de toute façon, c'est pas non plus quelque chose qui. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont quand même beaucoup impliqués dans une guerre un petit peu dans le dopage, et puis des fois basé justement sur pas grand-chose, qui vont se permettre d'aller un petit peu loin à ce niveau-là, alors que ça se base sur rien. Donc je te rejoins un petit peu de ton côté. Je voulais revenir un petit peu sur un point de l'entraînement. Peut-être que tu pourrais éclaircir ça sur moi et m'expliquer un petit peu ce que c'était la VO2 max. Je sais que tu as fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, comment l'améliorer? En fait, le VO2 max, c'est vraiment la quantité d'oxygène maximale que tu peux traiter par minute. Donc, généralement, on l'exprime en millilitres par minute par kilogramme. Donc, c'est des millilitres d'O2 par minute par kilogramme que ton corps est capable de traiter. Et elle va être limitée, elle va être déterminée par deux aspects. De une, elle va être déterminée par la quantité d'oxygène que tu es capable d'envoyer par tes muscles, on va détailler ça ensuite, et de deux, par ta capacité d'utilisation de l'oxygène au niveau musculaire. Donc, quand tu fais du vélo, quand tu fais la course à pied, tu vas respirer, l'oxygène, il va rentrer dans tes poumons. Ensuite, des poumons, il va être diffusé dans les vaisseaux sanguins pour partir vers le cœur, et après le cœur va pomper pour envoyer ce sang oxygéné vers les muscles. Donc la première étape pour améliorer son VO2 max, c'est être capable d'envoyer plus d'oxygène vers les muscles. Donc pour ça, il faut améliorer les poumons,
être capable de faire passer plus d'oxygène des poumons dans le sang, donc augmenter la diffusion des poumons au sang, et après améliorer son cœur pour être capable d'envoyer plus d'oxygène vers les muscles. Donc ça, c'est la première partie de l'équation du VO2 max. Et la deuxième, c'est au niveau musculaire, être capable d'utiliser le plus d'oxygène. Et ça, c'est souvent la partie qui est oubliée. En fait, dans les muscles, on a ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, c'est le lieu où l'énergie va être produite à partir de l'oxygène. Donc en fait, c'est l'interaction entre les glucides, les lipides et l'oxygène qui va avoir lieu dans les mitochondries. Ça va permettre de régénérer la molécule d'ATP. Et l'ATP, c'est ce qui permet la contraction musculaire. Et en fait, une personne peu entraînée ou pas entraînée aura peu de mitochondries. Donc par exemple, tu peux lui envoyer plein d'oxygène, et bien ça sera inutile. En fait, il y aura une limite parce que il aura pas assez de mitochondries pour utiliser cet oxygène. Donc l'entraînement, le but de l'entraînement, ça va être d'augmenter le nombre de mitochondries et augmenter leur fonctionnement, les rendre plus fonctionnels par mitochondrie. En gros, réussir à régénérer plus d'ATP. Donc pour améliorer ton VO2 max, tu dois améliorer les facteurs centraux, on appelle ça, donc poumon, cœur, et ensuite les facteurs musculaires, améliorer la quantité de mitochondries. Donc, il faut vraiment jouer sur ces deux tableaux et être capable d'envoyer plus d'oxygène, être capable de l'utiliser plus. Et ça bloque toujours, il y a toujours un facteur limitant. Soit ça bloque en haut, soit ça bloque en bas. Et l'idée, c'est de développer les deux pour avoir le VO2 max le plus haut possible. Et en fait, le VO2 max, ça va un peu fixer le plafond des performances. Plus il est haut, plus tu peux prétendre à des performances élevées, forcément. Et pour l'améliorer, il n'y a pas de séance en particulier. Justement, c'est la combinaison de toutes les séances qui vont permettre ça. Donc, la basse intensité, elle aura vraiment un rôle plutôt au niveau musculaire, augmenter la quantité de mitochondries, et les entraînements de haute intensité, ça sera plutôt au niveau central, cœur, poumon, etc. Donc c'est la combinaison des deux qui va venir tirer cette valeur vers le haut. Donc faut savoir que dans mon explication, j'ai vraiment simplifié, j'ai vraiment pris tous les raccourcis, mais il y a plus de subtilité à chaque échelle, au niveau musculaire, au niveau du cœur, etc. Et là c'est vraiment la base du VO2 max. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent de mesurer pour un sportif? Moi, je pense pas. Je pense pas parce que on n'a pas de capteur de VO2 max quand on s'entraîne. Donc, ça pourrait être intéressant de le tester. Si on avait la donnée à l'entraînement, on pourrait se dire, je m'entraîne à X% de VO2 max. Ça aurait une utilité. L'intérêt de tester son VO2 max, c'est si on peut le faire de manière régulière pour évaluer sa progression, justement. Mais si c'est un test occasionnel, je vois pas l'intérêt. Mais après, ça peut être intéressant de voir où est-ce qu'on se situe. Peut-être d'un point de vue santé, voir où est-ce qu'on est, parce que le VO2 max, c'est quand même un gros déterminant de la santé, de la longévité. Un haut VO2 max est corrélé à une meilleure qualité de vie, à une vie plus longue. Donc, d'un point de vue santé, ça peut être intéressant de le tester. Ok. Dernière question. On a un petit peu dépassé le temps, mais je voulais aborder quand même ce point parce que je suis pas du tout renseigné sur ce sujet. Au niveau de l'alimentation, de la nutrition, quels sont les vrais points importants? Comment est-ce que vous gérez ça en tant que sportif d'endurance? Ouais. Alors moi, il faut savoir que encore une fois, je pars de mon point de vue individuel. Moi, la nutrition, c'est pas quelque chose que je vais pas calculer mes apports quotidiens. J'essaie vraiment d'avoir une alimentation complète, mais moi, je me prive vraiment de rien. Je mange à ma faim. En fait, moi, j'écoute vraiment ma faim pour dicter ce que je mange, et j'ai pas peur d'y aller parce que justement, on grille beaucoup de calories pendant nos entraînements, donc j'ai pas peur sur ça. Après, les recommandations que je donne, du coup, aussi, qu'est-ce que j'entraîne, qui veulent être un peu plus précis, savoir les bonnes doses de chaque macronutriment. Donc, par exemple, pour les protéines, c'est l'idéal d'avoir 2 grammes de kilogramme de poids de corps. Donc ça, c'est pour tout sportif, c'est important d'avoir des protéines parce que nos muscles, notre corps est constitué d'un amas de protéines. Donc c'est important d'en avoir dans l'alimentation pour que notre corps puisse se régénérer et puisse s'adapter. Parce que si le but de l'entraînement, c'est provoquer un stress pour que notre corps s'adapte, mais derrière, il faut qu'il y ait suffisamment de protéines pour créer la structure de cette adaptation. Donc les protéines, les glucides, très importants. Donc les glucides pour les cyclistes, j'en recommande pendant les séances, avant et après. En fait, c'est tout le temps parce que c'est vraiment le carburant par excellence qui est très important d'avoir, surtout si on veut faire de grosses sorties avec de la haute intensité. Donc en fonction de la difficulté de la séance, on va ajuster la dose. Et l'idéal également est de prendre des glucides directement après une séance pour faciliter la reconstitution des stocks de glycogène. Donc les stocks qu'on a, les glucides qu'on stocke directement au sein de nos muscles. Et après avoir un peu de lipides bien sûr dans l'alimentation quotidienne. Donc voilà, ça c'est vraiment les recommandations de base. Et après au niveau des calories,
l'idéal est de regarder combien on dépense à partir de nos séances et combler le vide et éviter d'être en déficit à tout prix. Donc c'est les recommandations de base. Vraiment essayer d'être à l'équilibre au niveau calories, voire dépasser un peu et avoir les bons macronutriments. Ok, bah super intéressant. Bah merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. C'était un plaisir de t'écouter. On voit que tu connais beaucoup sur ton sujet et donc bah, j'espère que ça va bien se passer pour toi pour la suite. Là, je vois qu'aussi l'évolution dans ton business est très prometteur. Ah aussi, est-ce que ça deviendra à l'idée de justement développer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, mais pour la course à pied, ou tu comptes rester focalisé sur le cyclisme? Alors professionnellement, pour l'instant, le cyclisme, c'est ma seule activité, mais j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube, justement à mon nom, qui s'appelle Antonin Albouy. Et là, c'est des vidéos, il y a quasiment pas de montage. En fait, je me filme pendant mes entraînements de course. J'ai fait 3 vidéos pour l'instant. Et je vais développer ça. Et si je vois que dans les commentaires, les gens veulent en savoir plus, je pourrais développer des produits dans ce sport-là, parce que j'en ai les compétences. Mais j'ai besoin également de les développer un peu plus. J'ai quand même moins d'expertise en course qu'en vélo. Et sur cette chaîne, je montrerai également mes entraînements en vélo. Donc oui, au final, je pense que ça sera la suite logique. D'accord. Donc voilà, si tu devais résumer un petit peu tes projets pour la suite. Donc mes projets pour la suite, développer ma chaîne principale, la science du cyclisme et mon business associé le plus possible. Et développer également voilà mon personal branding autour de moi-même, de ma pratique avec la course à pied et le vélo, et développer une gamme de produits dessus. Parce qu'il faut savoir que la science du cyclisme, je me mets pas du tout en avant. J'ai vraiment la casquette d'expert, d'entraîneur, alors que sur ma nouvelle chaîne, c'est plutôt moi qui mets en avant mes performances, mon évolution. Donc l'idée, c'est de développer ces deux chaînes le plus possible. Et qu'est-ce qui t'a fait changer par rapport à ça? Comment as-tu réalisé de te dire, ouais, ça serait peut-être plus intéressant pour moi de prendre une approche personal branding plutôt qu'une approche d'expert qui met vraiment la science du cyclisme en avant? Mais déjà personnellement, j'ai des objectifs sportifs qui sont revenus en avant, avec notamment la course à pied. Je me suis donné la mission de courir 30 minutes aux 10 km. Donc en fait, c'est le titre en fait, j'ai créé une petite série sur ma nouvelle chaîne. Il y a épisode 1, épisode 2, épisode 3 où je montre mes entraînements pour atteindre ça. Mais après, voilà, je trouvais intéressant également de me faire connaître sur le plan personnel, parce que même d'un point de vue entrepreneurial, je trouvais intéressant de se mettre en avant. Ça, voilà, d'augmenter ma légitimité aussi sur le plan de mes performances, parce que sur ma chaîne, je parle beaucoup, je donne des conseils, mais je trouve que c'est important de montrer également sur le terrain ce que je vaux. Donc il y a aussi cet aspect-là. Et même, j'adore en fait m'entraîner, et j'adore partager ça. En fait, c'est une nouvelle chaîne qui me fait vraiment plaisir. J'adore, voilà, prendre mon téléphone, me filmer, expliquer ce que je fais, etc. Et je vois si ça accroche ou pas. En fait, je me mets pas de pression avec cette chaîne. Si les gens accrochent à ma personnalité, accrochent à mes conseils, ben ça marchera. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. D'accord. Bon bah super intéressant. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y aura tous ces réseaux sociaux du coup dans les notes de podcast et dans la description sur YouTube. Bah Antonin, merci encore pour ce petit moment. C'était un plaisir et puis à la prochaine. Mais je te remercie, plaisir partagé.